Tapez votre discours dans un ordinateur, vous le saurez. Et lisez-le. C'est pourquoi j'ai dit chronométrer. Tapez dans un discours. Ça vous aidera non seulement à connaître le nombre de mots, corriger les fautes, augmenter sur la taille pour pouvoir lire votre discours. Commencez par le G et le point par lequel j'ai terminé. Qu'est-ce qui veut dire pause? C'est tout simplement lorsque vous vous taisez. De la même manière par laquelle une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point, quand l'individu parle également, il y a pause. Il y a des gens, quand ils parlent, on dirait des perroquets. Il faut faire pause, respirer. Quand les gens vous applaudissent, attendez qu'ils finissent d'applaudir. On est en train de vous applaudir. Calme-toi. Tu finis une phrase, un paragraphe. Calme-toi. Silence. 3 secondes de silence minimum, 5 secondes maximum. Si on n'est pas en train de t'applaudir. Entre la fin d'une phrase et le début d'une autre. La moyenne, 3 secondes minimum, 5 secondes maximum. Slide. L'accentuation. En linguistique, l'accentuation consiste à mettre en valeur une syllabe par rapport à une autre, par un allongement de sa durée, ainsi qu'une très légère augmentation de son intensité. Exemple. L'université. L'université contient combien de syllabes? 5. Regardez. L'université Gaston Berger. L'université Gaston Berger. L'université. L'université. C'est ça l'articulation. Vous mettez, vous prolongez une syllabe par son allongement par rapport à une autre syllabe. C'est si vous les choisissez en fonction des mots les plus pertinents de votre discours. Je dois faire un discours sur la démocratie. À chaque fois que je répète le mot démocratie dans mon discours, je peux utiliser l'articulation. La démocratie. 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 La démocratie. Venons à l'articulation. Une bonne articulation est le résultat d'une juste combinaison prosodique entre l'intonation, la vitesse et l'accentuation. Plus le langage est soutenu, plus l'articulation va être lente et sophistiquée. Vous remarquez quand les présidents de la République font des discours, vous avez l'impression que, même si vous n'aimez pas le président, tellement que sa façon de vous parler vous plaise, vous restez devant la télé, alors que vous n'aimez pas le président. Vous savez qu'il dit des bêtises. Je donne un exemple. Récemment, quand Macky Sall a fait son discours après les manifestations, personne n'aimait ce qu'il disait parce que ce n'est pas ce qu'on voulait qu'il dise. Mais tout le monde est resté dans la salle, jusqu'à ce qu'il termine. Même si ce qu'il dit ne vous intéresse pas. Plus il parle, plus son langage est soutenu et sophistiqué. Vous voulez l'entendre parce que c'est une personnalité. Cette personnalité n'est pas due au fait qu'il est le président de la République. Parce que ce qu'il dit, il a une manière de le dire. Même si à la fin vous dites que non, il n'a pas dit ce que vous êtes resté. Souvent les politiciens parlent. Vous savez que ce gars-là, ce qu'il dit, il ne va jamais le réaliser. Vous savez qu'il est en train de mentir. Vous restez, vous l'écoutez. Quand vous avez une bonne articulation, qui est la combinaison non seulement de l'intonation, de l'accentuation, de la vitesse, vous arrivez à capter l'attention de votre auditoire et résoudre le problème que l'un d'entre vous a souligné en disant, est-ce que quand le public fait du bruit, comment le retenir ou comment le faire sortir dans ce cadre? C'est simple, l'articulation joue un élément important. Les gens aiment écouter les gens qui prononcent bien les mots, les gens qui lisent bien, les gens qui parlent bien, même quand ils disent des bêtises. Comme Babacar, l'ami de notre ami Dramé. Slide. Voici le problème des orateurs, la diction. La diction, c'est l'élocution, l'art de bien prononcer les mots. Il y a des mots en français. Là, je parle vraiment aux Molières, aux Voltaire qui sont dans la salle. Il y a des gens qui ont l'air d'écrire d'un discours. Ils vont aller voir les dictionnaires pour mettre des gros mots qu'ils ne peuvent même pas prononcer. Maintenant, quand ils arrivent dans leur discours, admettons que c'est un mot comme intergouvernementalisation. Ça fait partie des mots les plus longs. Nous voilà arrivés à l'intergouvernementalisation. Qui t'a mis dans ça?
prononcer les noms. Vous voulez savoir? Vous riez? Vous voulez savoir? Faites sortir vos téléphones. Activez votre connexion. Ceux qui n'ont pas de connexion, vous suivez. J'ai besoin que vous me cherchiez le nom de l'actuel secrétaire général de la francophonie. Si vous trouvez le nom, vous gardez pour vous. Vous tapez actuel secrétaire général de la francophonie. Le but est de prononcer son nom correctement. Vous allez tout de suite savoir que ce n'est pas de la blague. Je vais vous donner les 5 noms les plus compliqués à appeler. Il y a l'actuel secrétaire général de la francophonie. C'est une dame, elle est rwandaise. Cherchez son nom. Le deuxième nom, c'est le nom de l'ancien président de la République démocratique du Congo. Je garde seulement Mobutu. Vous cherchez les restes. Le troisième, c'est le nom de l'ancien président du Burundi qui est décédé. Il s'appelle Pierre. Tous les anciens présidents s'appellent Pierre. Mais il ne s'agit pas de celui qui est décédé récemment. Celui qui est décédé récemment s'appelle Pierre Buyaya. Il y a un deuxième qui est Pierre aussi. Le troisième, l'ancienne présidente de la transition en Centrafrique. Elle a dirigé la transition en Centrafrique. Dernier nom, l'actuel Premier ministre d'Israël. Je reprends. L'actuel secrétaire général de la francophonie, c'est une Rwandaise. Le nom complet de Mobutu. L'ancien président du Burundi qui s'appelle Pierre. Le Burundi a commis 2 présidents qui s'appellent Pierre, ils sont tous décédés. Il ne s'agit pas de Pierre Buyaya, mais le Pierre qui existait avant. Le président, l'ancien président de la transition en Centrafrique et l'actuel premier ministre d'Israël. Ceux qui ont fini la première recherche, levez les mains. Le micro. Veuillez vous lever, tous ceux qui ont fini la première recherche. Mettez-vous debout. Debout. Donnez le micro à la maîtresse de cérémonie. Prends le micro là. Ah, vous avez tous fini la première recherche. Wow. Ok. Donnez le micro. Bien, bien. Regardez bien le nom. Choisis quelqu'un, donne-le le micro. Vous allez me prononcer le nom. Il faut bien regarder. Et lisez aussi. Prononce. Si vous prononcez mal, je dis éliminer. Ça veut dire que c'est mal prononcé. Écoutez, concentration. Éliminer. Vous taisez si vous n'avez pas de micro, vous ne parlez pas. Donne-le le micro. Ah, lui, il a trouvé, mais il a oublié. Donne-le. Non, prenez le micro. Lisez tranquillement. Incomplet. Donnez le micro à tranquille. Éliminez. Reprenez sans couper le nom. Vous êtes trop maligne. J'ai dit sans couper le nom. Non, ça ne marche pas. Donnez à l'autre personne. Vous lisez correctement sans passer par des syllabes. Applaudissez pour elle. Le nom complet de Mobutu. Vous pouvez vous asseoir. Le nom complet de Mobutu. Personne. Il dit son nom complet. Debout, madame. Mettez-vous debout. Vous lisez un peu. Écoutez. C'est faux. Mobutu, c'est faux.
C'est pas complet. C'est pas complet. Suivant, c'est bien, mais c'est pas complet. Oui, oui. C'est éliminé. Qui? C'est juste un exercice pour vous dire qu'il y a des notes très compliquées. Je vais vous dire comment vous allez faire. C'est pourquoi. Éliminé 3 fois. Non, reprenez. Mon coucou, Non, c'est pas ça. Une dernière personne. Une dernière personne. Reprenez à votre voix, s'il vous plaît. Écoutez, votre concentration. Le débit est bon, la fin est bon, le milieu c'est pas bon. Arrêtez. Je veux juste vous expliquer. Il s'appelle Mobutu Sese Seko Ouattara. Ce qu'il faut retenir dans les noms compliqués, vous avez deux choix. Soit vous épelez à la maison, vous maîtrisez le nom, soit vous laissez le nom, vous gardez le titre. Louis Mouchikiwaro, vous n'avez pas besoin de dire ça. Vous pouvez dire son titre. Secrétaire général, ne prononcez jamais mal le nom de quelqu'un devant un auditoire. Vous le mettez mal à l'aise. Et puis, si c'est dans un cadre diplomatique, ça peut créer une incidence diplomatique. Quelqu'un peut être fâché avec votre État parce que vous avez mal prononcé le nom du Premier ministre de son pays. Suivant. Burundi, Centrafrique, Israël. Personne. Je rentre chez moi. Non, faites pas comme ça. J'ai dit juste comme ça. Là-bas. Ici ou bien ici? Burundi. Ok. Attention, j'ai dit, il y a bien Pierre qui sont décédés. Allez-y. Reprenez fort. Hein? Juste à côté de vous, madame. Derrière vous. Voilà. Toi, tu es allé jusqu'à l'Israël. Ok. C'est Benjamin Netanyahu. Très bien. C'est pour lui. Il est ici. C'est Pierre Kourouziza. En fait, vous avez un problème d'accent. Je vais le dire, il faut que vous compreniez quelque chose. Les noms sont difficiles à dire. Pierre Kourouziza. Tu dis pas, vous sautez les là, ça prononce pas facile. J'ai fait exprès, c'est les noms les plus difficiles à faire. Venons à Centrafrique. Rapidement. C'est une dame de fer, elle a été une dame vraiment très marquante, elle a été candidate aux élections à la partie. Elle a dirigé la transition centrafricaine. Là, un nom qui, quand tu prononces en Centrafrique, c'est pas vite. Personne. Je rentre chez moi. Par là. C'est bon. Catherine Samba Panda. Catherine Samba Panda. Répétez. Catherine Samba Panda. Merci, applaudissez pour lui. Merci, c'est bon. Donc, juste pour vous dire que dans la vie, un jour, vous allez tomber sur des noms difficiles. Dans le protocole qu'on va vous donner, je sais qu'il y a un président, un ministre. Épelez à la maison, faites des répétitions. Si vous ne savez pas, dites seulement, Monsieur l'Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous passez l'appel comme ça. Vous dites les titres, vous laissez le nom. Il y a des noms très compliqués, ça peut vous rester. Maintenant, venez au volume. Il y a des gens, quand ils parlent, on a envie de fermer nos oreilles. Parce qu'ils font bonjour, monsieur. C'est-à-dire qu'ils cassent les oreilles des gens.
S'il vous plaît, ne massacrez pas le micro. Ne massacrez pas les tympans des yeux qui vous écoutent. Parlez avec douceur, avec amour, de manière audible, sans faire du bruit, jusqu'à ce que les gens aient envie de dormir, parce que vous êtes audible, vous avez une bonne diction, vous gérez votre volume. Ceci, c'est tout simplement l'art de manier le bruit. Quand votre volume n'est pas bon, les gens n'ont pas envie de vous écouter. Vous devez avoir la capacité d'augmenter le volume. Comme d'augmenter le volume quand vous parlez. Cette capacité à prendre en compte dans la gestion de l'art de gérer le micro. De ne pas parler de fort, comme de parler fort pour que les gens puissent comprendre à quel niveau de votre discours vous pouvez parler, vous êtes sérieux, vous l'êtes pas. C'est comme une radio. Parlez pour que vous soyez audible. Audible veut dire tout simplement qu'on doit vous entendre de la plus bonne manière. Est-ce que ça va? Le volume c'est bon? Oui. Est-ce que pendant quand vous êtes invité, c'est quoi les gens? J'ai pas compris. Le micro. Par exemple, vous êtes invité dans une émission, et puis en parlant, c'est quoi les gens? C'est quoi comment? Mettre une sur l'autre. Hein? Mettre une sur l'autre. C'est-à-dire les pieds là. Lève-toi, lève-toi. Il peut répondre, oui. Comme ça. Oui. J'ai pas compris la question maintenant. Est-ce que c'est un bon acte? Merci. J'adore cette question. Tout dépend de ton environnement. Ici, vous êtes en train de regarder mes pieds, non? Vous voyez les pieds, je veux dire. Si le public voit vos pieds, vous devez faire très attention, comme quand vous êtes devant le public. Pour les femmes, vous connaissez déjà la règle. Ça dépend de l'habit que vous portez. Ça dépend du public qui est devant vous. Vous êtes en Occident. Vous le faites, il n'y a aucun problème. Il y a des pays africains où si tu le fais, c'est un manque de respect. Même étant diplomate, vous demandez le contexte, les valeurs, les coutumes du pays. À chaque fois que vous prenez la parole dans un environnement qui vous est étranger, demandez les conditions coutumières et culturelles de cet environnement. Vous devez vous adapter à votre public. C'est très important. Plus loin, il y a des gens qui savent, qui se sont spécialisés dans ça. Vous connaissez l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. C'était un modèle des femmes en Europe par rapport à la manière la plus diplomatique pour une femme de s'asseoir. On utilise ses propres images pour montrer à des diplomates féminins comment elles doivent s'asseoir. Elle envoie un message fort. Mais dans nos communautés, vous le savez comment, une femme qui fait ça devant des hommes, ça a un sens. Ce n'est pas recommandé. C'est considéré même comme une mauvaise éducation. Donc tout dépend de votre public qui vous écoute. Vous faites ça en Occident, il n'y a aucune incidence. Mais sachez qu'il y a des milliers en Afrique où on ne l'accepte pas, c'est considéré comme une très très mauvaise éducation. C'est bon? Votre réaction? Oui. Il y a deux types de regards en plus de parole. Le premier, c'est lorsque vous êtes dans un auditoire comme ça. Le second, c'est quand vous êtes en face de la personne. Vous êtes deux. Lorsque vous êtes dans la communication interpersonnelle. Je prends le dernier cas. Communication interpersonnelle. Je demande à tous ceux qui sont devant que vous tournez, vous regardez la personne qui est derrière vous. Vous aussi vous tournez pour regarder cette personne. Vous aussi vous tournez pour regarder. Vous tournez, vous cherchez.
voyez l'importance des questions qui sont pertinentes. Quand la question est pertinente, tout de suite, on met de la pratique. Fais comme ça. Voilà. C'est bon? Tout le monde c'est bon? On commence par le regard interpersonnel. Je rappelle que ce regard a une application en fonction des pays. Si vous parlez à un étranger, quelqu'un qui n'est pas africain, écoutez-moi très bien. Si vous voulez le convaincre, regardez-les dans ses yeux. Si vous ne regardez pas un occidental dans ses yeux, vous n'allez jamais le convaincre. Jamais. La même règle s'applique en Afrique. C'est considéré comme un manque de respect. Vous êtes en Afrique, vous parlez à une personne, touchez les paysages de vous baissez. C'est un blanc, il doit investir dans ton projet. Tu as intérêt à le regarder quand tu parles pas. Il n'aura pas confiance en toi si tu ne le regardes pas. Maintenant, quelle est la technique quand on est proche d'un ennemi? Ça va vous sembler très bizarre. Regardez vos binômes. La technique est simple. Regardez le front de vos binômes et commencez à parler. Ceux qui sont à gauche, commencez à parler avec eux. Dites-leur comment vous vous appelez, qu'est-ce que vous faites dans la vie. La personne qui est à droite, vous regardez le front de la personne. Vous allez avoir l'impression que cette personne est en train de vous regarder. Ça, c'est le premier secret dans la communication interpersonnelle. Je regarde son front pendant qu'elle parle. Elle va penser que je suis en train de la regarder, alors que ce n'est pas elle que je regarde. C'est comme le monsieur là, il pense que je le regarde, je ne suis pas en train de le regarder. Mais pourtant, vous avez l'impression que je le regarde. Non, je regarde bien son. On commence par ceux qui sont à gauche, vous regardez, vous parlez, ceux qui sont à droite répondent. Une minute après, on change les ordres. Vous échangez, comment vous vous appelez, qu'est-ce que tu fais dans la vie. L'objectif, c'est de vous faire des amis, de travailler sur votre communication interpersonnelle avant de rentrer à la maison. Si vous rentrez à la maison et que vous n'êtes pas fait des amis ici, c'est que votre formation a été un échec. Mais attention les hommes, je n'ai pas dit de draguer ou de prendre. J'ai dit de poser, d'échanger pour travailler sur votre communication et regard interpersonnel. Les filles, si on demande le numéro, il ne faut pas donner. Donc, chronomètre, 1 minute. 1 minute. Donc, non, pas dire. Ah, ça va? Il n'y a pas de place. Toi, ça allait dans mon téléphone. Qu'est-ce que vous avez remarqué? La personne qui parle, vous qui ne parlez pas, vous avez l'impression que cette personne vous regarde. Mais vous savez que vous n'êtes pas en train de regarder la personne. Vous regardez le front. Ça montre que vous êtes concentré sur cette personne sans la regarder. Attention, ça ne s'applique que lorsque vous devez convaincre des gens que vous ne connaissez pas. Si vous le faites avec la personne que vous aimez, vous allez échouer. Parce que la personne que l'on aime, difficile, on la regarde. Il est très difficile de regarder une personne que l'on aime. Donc cette même règle s'applique dans les relations amoureuses. Vous regardez souvent les gens qui s'aiment, quand l'autre regarde, l'autre baisse les yeux, il ne supporte pas son regard. Il y en a également qui ne baissent pas. C'est là de ne rien dire. Le regard d'ailleurs c'est le premier contact en matière de communication entre deux personnes qui ne sont même pas parlées. Dès que tu regardes la personne, c'est le premier contact. Si la personne vous regarde sourit, vous êtes attaqué. Mais il y en a qui sourient et qui attaquent moi. Donc faites attention. Il y a des sourires qui sont trompeurs. Il y a des regards qui sont également trompeurs. Donc, on change les rôles maintenant. Ceux qui sont dans la droite, vous parlez. Ceux qui sont gauche, vous regardez le front des personnes en train de parler. Donc, je dis, vous ne prenez pas les numéros des gens.
Vous avez dit le secret du regard interpersonnel. Quand votre interlocuteur est à côté de vous regardez son front, il va jurer que vous êtes en train de le regarder. Vous avez résolu le problème. Vous pouvez parler autant que vous voulez. La personne pensera toujours que vous êtes en train de la regarder. Ce n'est pas le cas. Maintenant, venons au regard lorsque vous êtes dans un public. Il n'y a qu'un seul regard qui est recommandé. Les spécialistes ont donné plusieurs, mais il n'y a qu'un seul sur lequel on est tous d'accord. On l'appelle le regard circulaire. Il consiste à regarder au début de votre discours là. Plus vous avancez, vous regardez là, vous regardez là. Après vous revenez, Mais ne fixez jamais quelqu'un dans un public. Si vous avez une mauvaise concentration, vous fixez quelqu'un. Dès que vous voyez sa tête, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes familier, ça peut passer à ça. Si c'est votre meilleur ami qui vous fait rire, wallahi, dès que vous le regardez, vous êtes foutu. Si c'est votre partenaire, et que vous savez que cette personne, tellement que vous l'aimez, et quand vous le regardez, vous souriez, vous l'évitez. Des fois, c'est ni l'un ni l'autre. C'est peut-être un professeur que vous n'aimez pas du tout. Vous n'aimez pas sa tête, il ne faut pas le regarder. Ça peut être quelqu'un que vous n'aimez pas, il ne faut pas le regarder. Et un regard circulaire qui part, qui vient sans fixer les yeux. C'est le regard circulaire qui est recommandé lorsque vous êtes en place. Oui. Lorsqu'on est en public, par exemple, comme vous l'avez actuellement, moi, vous parlez à nous, vous fixez les yeux sans rabaisser les yeux. Comment vous allez vous comporter avec vous dans ce cas? Par exemple, lorsque vous parlez à nous, vous nous parlez, vous faites traverser les yeux de gauche à droite, mais moi, oui, mais moi, par exemple, si quelqu'un qui est dans le public, mais je vous fixe les yeux, sans rabaisser les yeux, dans ce cas, vous, en tant que noir, comment vous allez comporter avec moi? J'ai bien compris. Il dit, vous voulez parler? Ok. Il dit, quand vous êtes en train de parler dans le public, vous qui êtes assis, c'est-à-dire l'auditoire, les récepteurs, quand le récepteur te fixe d'une façon, comment est-ce que moi, l'émetteur, je dois réagir avec eux? J'écoute la question de l'autre et je réponds en même temps. Bonjour, je voudrais que vous insistiez sur le gestuelle parce qu'en communication, il y a des gestes qui sont recommandés. Et en plus de cela, j'ai constaté une chose, et il y a des gens qui critiquent la façon de communiquer du président de la République, et vous, en tant que, je ne sais pas, expert ou bien spécialiste en communication, est-ce que, en regardant son discours parfois, est-ce que vous remarquez des manquements et comment, si vous analysez ça, quelle stratégie vous recommandez de suivre? J'espère que tu es conseiller du président, c'est ça? Tu vas aller dire ça. Ok. Donc, je ne commence pas. Oui, j'ai un autre témoignage. Ok, je finis les deux questions. Il dit quand le public vous regarde, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans le public qui sont de mauvais humains. C'est des gens qui n'ont pas pris le petit déjeuner ou ils n'ont pas eu leur bourse, ils sont en colère, ils te regardent bizarre. Première règle, il ne faut pas les regarder. Je vous ai dit tout à l'heure que le sourire est contagieux. Quand vous regardez une personne, quand vous souriez beaucoup, la personne fait sourire. Les diététiciens recommandent à tout individu de sourire minimum 3 fois par jour. Ou plus, minimum. Je n'ai pas dit d'aller arrêter devant le public. Je n'ai pas dit ça. Le sourire est important. Mais vous arrêtez pendant une minute en train de sourire. Non, je n'ai pas dit ça. Une personne qui est bizarre, si vous regardez comme il ne faut pas le regarder. L'être humain envoie des messages quand il te regarde. Quand je vois celle-là, depuis hier je la vois, elle ne fait que sourire seulement. Je l'ai couvert, les gens ont dit, mais attends, il se sourire, quoi. C'est pas pour le couvert. Il a joué sa stratégie, ça marche. Mais n'oubliez pas que c'est le président de tous les Sénégalais. Comme l'a dit mon ami là. C'est ce que j'ai agi par rapport à moi. On écoute le témoignage par rapport au regard. Donc ne l'oubliez pas. C'est le front, le regard interpersonnel. Cette règle ne s'applique qu'avec des occidentaux. En Afrique, vous baissez le regard, sinon la personne va dire que vous manquez de recherche. Un décès. On t'a invité pour un décès,
on doit enterrer la personne, on est au cimetière qui va faire rire les gens. Non, ça dépend du contexte. Dans une formation, il faut faire rire les gens. Dans une communication à l'université, il faut faire rire les gens. Les gens ont besoin de rire parce que le rire est important. Mais attention, il ne faut pas aller vous arrêter devant les gens. Hein? Vous provoquez les rires par vos mots, vous le provoquez par des anecdotes, vous le provoquez par quelque chose qui est populaire, quelque chose qui s'est passé dont la majorité des gens est au courant. Quelque chose qui est comme une sorte de théorème, une vérité qui semble être connue de tous. C'est ça qui fait rire les gens. Maintenant, les plus grands orateurs ont une autre méthode. Ils créent l'anecdote. Ils créent l'anecdote. On est à l'UFR7. Admettons que vous êtes tous des étudiants de l'UFR7. Je vais aller chercher des blagues qui ont un rapport avec la piscine pour les vrais. Ça existe. Chaque blague s'inscrit dans un contexte. Vous cherchez le contexte dans lequel vous devez parler. Vous tapez les mots-clés, vous allez trouver des blagues en rapport avec votre contexte. Vous introduisez ces blagues-là. Est-ce que vous me suivez? Oui ou non? Oui, à propos du rire ou bien des sourires, il y a un acteur égyptien qu'on appelle Adil Imam. Donc c'est un comédien en fait. Quand lui il parle, tout le monde commence toujours à rire. Et parfois quand on le voit, tout le monde commence à rire quand on le voit aussi. Avant même qu'il ne parle pas. Oui, avant même qu'il ne parle. C'est-à-dire tellement qu'il a l'habitude de faire rigoler les gens, quand il apparaît, tout le monde commence à rigoler. Parce qu'ils se souviennent des scènes où il raconte voilà, des choses pour que les gens rigolent. Un jour, il était venu au décès, donc c'était dans un décès d'une personnalité qui est très connue. Quoi. Quand il était entré dans la salle, tout le monde a commencé à rire. Et donc, c'est vrai, il y a un grand orateur qu'on appelle Bertrand Perrier. Lui, il a l'habitude, quand il prend la parole, de faire rigoler les gens. Et il avait dit un jour, parce qu'il défendait une personne, et qu'il y avait une autre femme qui défendait une autre personne. Et la personne que la femme défendait, c'était le diable. Et lui, Bertrand Perrier, défendait Dieu. Donc la femme, on l'appelait, c'était une avocate, Alice Bouvier. Elle défendait diable, on l'appelait le séraphin du diable. Et lui, on l'appelait le défenseur de Dieu. Et quand il avait pris la parole, après que la dame a terminé son plaidoirie, il a dit, mesdames et messieurs, vous avez constaté que la première différence entre le défenseur de Dieu et le séraphin du diable, c'est une différence physique. Parce que la femme, elle était un peu grosse, quoi, et puis tout le monde avait commencé à rire. Et parfois, c'est aussi bien de mettre l'ambiance humoristique pour que voilà, les gens se reviennent. Par-delà, j'ai une question à vous poser. Quand on était à Dakar, donc pour le concours d'éloquence organisé par l'association des étudiants, élèves et stagiaires tchadiens au Sénégal, qu'on avait eu la chance de remporter donc cette compétition, j'avais remarqué que la plupart des membres du jury donc, me faisaient une remarque selon laquelle moi je crie beaucoup. Et ils m'ont dit toujours, voilà, quand toi tu prends la parole ou bien tu montes au pupitre, tu cries. Et pour moi, je ne crie pas. C'est la voix naturelle que j'utilise souvent. Et j'aimerais savoir maintenant pourquoi on me reproche cela. Je crois que vous-même, vous avez plusieurs fois fait cette remarque. Et je crois que c'est l'occasion aujourd'hui de le clarifier. Et Bertrand Perrier, lui, il crie toujours, plus que moi. Quand il prend la parole, il n'allume même pas le micro. Quand il vient, soit il éteint le micro, soit il fait le micro de telle sorte que voilà, vous voyez. Pour moi, quand il y a le micro ou il n'y a pas le micro, c'est la même chose. Parce que la voix, elle est naturellement très haute. Et donc là aussi, il y a des techniques, il y a des astuces pour soit réduire le volume, soit de faire attention avec le micro. Parce que si vous avez une voix naturelle et que vous utilisez encore le micro, ça devient des cris.
Et à un moment, donc, l'auditoire n'a pas envie de vous entendre parce que ça devient gênant. Donc ça devient des cris, mais pas de l'éloquence. C'est sur cette intervention que je voulais intervenir. Merci beaucoup, Noir. Il y a la dame qui est derrière. Vous pouvez garder le micro. Oui, allez-y. D'accord. Monsieur, moi, j'aimerais intervenir concernant le volume. Parce que moi qui ai une voix basse, on a tendance à me demander d'augmenter ma voix. Comme à la radio, à chaque fois on me demande d'augmenter ma voix, et c'est tout à fait naturel. Je n'y peux rien, je parle comme ça, et j'ai participé à des concours de débattants. À chaque fois, je parle doucement. Et les gens ont tendance parfois à me demander d'augmenter ma voix. Au moment où je monte ma voix, je ne serai plus à l'aise. Et je commence à me monter ici. J'aimerais avoir quelques éclaircissements là-dessus. Merci beaucoup. Je commence par la dame, la dernière, dès qu'elle dit est très pertinente. C'est-à-dire, on lui demande de ne pas être naturelle. Et quand elle devient moins naturelle, elle est moins performante quand elle prend la parole. C'est-à-dire, elle est en l'aise quand elle parle normalement. Et son parler normalement, c'est quand elle parle sans augmenter sa voix. Elle a un problème de volume. On lui dit d'augmenter. Dès qu'elle augmente, elle commence à sentir de malaise, elle se sent pas à l'aise. Je l'avais dit au début et je le répète encore. Soyez le plus naturel que possible. Et le volume est l'élément. Regardez ce qu'on a dit ici. Le volume est le dernier paramètre de la voix. Il est indispensable de l'accentuation et de l'intonation. C'est le dernier paramètre. C'est comme une radio. Tu ne parles pas assez. Tu dois augmenter le volume. C'est comme une radio qui sert pour augmenter, qui sert pour diminuer. Excusez-moi. Donc, vous devez avoir la capacité d'augmenter naturellement votre voix. Maintenant, si vous le faites, et que ça joue sur votre compétence oratoire, ça joue sur le micro, ne le faites pas. Il y a des exercices, effectivement, je ricoche un peu dans la question de la noire pour pouvoir régler et moduler la voix. Le premier exercice, c'est l'exercice de la lecture. Quel type de lecture? Vous devez être capable de lire tout en entendant votre propre voix. Il y a des gens, quand ils lisent au fond, on ne les entend pas. Ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas du tout recommandé. Et ça, c'est une astuce qui permettait à un membre d'un club de lecture de vous donner ce point de vue. C'est-à-dire, ne lisez jamais au fond de vous. Lisez jusqu'à ce que vous entendez votre propre voix. Ça aide à travailler votre voix. Ça, c'est un. Deuxième exercice, c'est un exercice qui nous est venu de l'Europe. Les Européens demandent aux individus de mettre des crayons ou des stylos dans leur bouche. Vous mettez ça au beau milieu entre les mâchoires supérieures et inférieures. Vous prononcez des mots. Quand vous arrivez à prononcer des mots, moi je ne le fais pas. Je peux recommander ça, mais je ne trouve pas ça trop pertinent. Pourquoi? C'est un exercice qui est personnel. Il y en a, si tu leur fais ça, bon, ils se sentent mal à l'aise. Un bic dans la bouche, en période de corona, ça craint. Donc, l'objectif, c'est de mettre le stylo au milieu des mâchoires, de prononcer et de discuter, jusqu'à ce que ton interlocuteur te dise que je t'entends très bien. C'est-à-dire que tu fournis de l'effort pour pouvoir bien être audible. Et si ton interlocuteur t'entend très bien, tu es en train de régler ta voix. La troisième solution en noir, madame, consiste à faire quelque chose. Si vous le faites, on va dire que vous êtes fou, mais vous réglez votre problème. Vous criez. Ne criez pas à la maison, on va dire que vous êtes fou. Vous pouvez vous éloigner des gens. Vous partez à ciel ouvert, devant à la mer, au fleuve, vous criez. Vous criez. On va dire, il est devenu fou. Hein. Ça, c'est un peu fou. Le fait de crier est un élément très important. Le dernier peut-être aspect de modulation de la voix, vos propres amis avec lesquels vous échangez. Essayez vous-même de fournir l'effort personnel d'augmenter votre voix. Jusqu'à ce que, je dis bien, jusqu'à ce qu'ils vous disent, yo, hey, tu parles fort là, diminue. Toi-même à qui on dit tout le temps augmente,
Tu parles jusqu'à ce qu'on te dit 10 000. Tu vas savoir exactement quel est le niveau de modulation de ta voix. Si on t'a dit 10 000, ça veut dire que tu as réglé ton problème. Mais tant qu'on ne te le dit pas, ça veut dire qu'il y a un souci. Maintenant, pour venir au cas d'Anouar, effectivement, Anouar a touché un point important. J'ai eu l'occasion d'être suivi plusieurs fois et de le voir débattre. Même la compétition dont il faisait référence, j'étais allé spécialement en cadre pour aller les suivre. À chaque intervention, quand je suis présent, il me demande qu'est-ce que je pense de ton intervention. La dernière intervention date de 1 semaine lors du renouvellement du bureau des étudiants tchadiens ici. Il m'a demandé également mon avis. Effectivement, lui aussi, quand il parle, il crie. Mais il a résolu son problème parce qu'il connaît son problème. Il a dit que c'est naturel. Il y a effectivement des gens qui sont naturellement comme ça. Et ce qui est intéressant, ils ne savent pas et qu'ils sont en train de crier quand ils le font. Pour eux, c'est naturel. Je l'ai toujours dit, tu as ce problème-là. Parce que souvent, quand tu le fais, c'est lui qui ne te connaît pas. Nous, on te connaît. Quelqu'un qui ne te connaît pas, qui te note, va penser que c'est parce que tu es en colère. Et quand les juges pensent que l'interlocuteur ou l'orateur est en colère, il le note mal. Quand il parle, il crie. Ses émotions l'emportent tellement qu'il crie. Il ne sait même pas qu'il est en train de crier. Et tellement que ses émotions sont fortes, tellement qu'il a quelque chose à dire, il hésite même entre la dernière phrase et la phrase suivante. Parce qu'il a trop d'émotions en lui. Quelle est la solution à ce niveau? Je te l'avais dit au téléphone, je vais te le répéter. C'est des exercices d'articulation, non seulement de la voix, des exercices de gestion de l'émotion. Dans les techniques de base de la prise de parole, il y a un chapitre sur l'émotion. C'est ton émotion qui t'emporte. Ça, on est tous d'accord là-dessus, toi et moi. Tu es émotionnel quand tu parles. Parce que tout ce que tu dis, ça vient de ton cœur. Même si on te secoue là, il va le dire parce que ça est là. Et tellement qu'il est passionné par ce qu'il dit, il se laisse emporter par sa voix. Et cette voix n'est pas monotone. Au début, quand il parle, c'est pas comme ça. Il parle normalement. Mais plus il avance dans son discours, plus il est chaud, il devient plus bon. Et là, ça déclenche. Après, il se calme. Il se calme. Après, ça revient. Mais à la fin de son discours, il se calme. Ça ne dit que pendant un moment. Donc, je mets ça dans la modulation de la voix, dans la gestion de l'émotion que nous allons traiter tout à l'heure. Autre réaction? Oui. Oui, allez-y. Personnellement, je parle très rapidement. Lorsque je chante avec les gens, ils parlent très rapidement, donc on n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Maintenant, parfois, quand j'essaie de parler lentement, j'ai l'impression de me faire prendre. Effectivement. Oui. Quelqu'un avait levé la main par là pour aller au chapitre suivant. Bien, je suis dans la même situation que vous. Anouar. Mon ami, d'accord. Quand je parle des fois, les enfants, je suis en colère. Mais c'est naturel. C'est naturel. Là, je pense que peut-être en arrivant à ce chapitre, on va avoir des assises qui vont nous permettre. Parce qu'en fait, moi, en fait, on se sent essoufflé. Donc, je pense que peut-être en abordant cette question à ce niveau, on verra peut-être. Donc, pour aller très rapidement à lui, quand tu parles et quand tu diminues toi-même, tu sens que tu n'es pas en l'aise, parce que tu n'es pas en l'aise, tu aimes parler, etc. Quand tu es naturel, c'est bien. Mais quand tout le monde pense que ton naturel est un défaut, il faut que tu continues, tu commences à y travailler. Ce type de problème, on les règle dans une classe. Ça s'appelle le coaching personnel. Tu dois faire un suivi personnel qui est plus long, plus complexe que ce qui se passe dans une classe normale. Dans mes cours que j'ai donnés au Niger, je suis tombé sur 2 étudiants, un garçon et une fille. Ils sont en licence. J'enseigne là-bas à l'International Business School de Niamey, la prise de parole en public. Quand je venais, ils n'avaient aucune idée, tous les étudiants, ils ont mélangé toutes les classes, L1, L2, L3. Et c'est que c'est que la prise de parole. Tout le monde a réussi à parler à 2 semaines avant la pratique. Parce que quand je termine le cours, on fait des pratiques. Chacun vient traiter son sujet, il vient avec un thème. On invite les parents, on remplit la salle, tu viens parler, je vous entends. L'un, le garçon et la fille,
À chaque fois qu'ils prennent la parole, ils échouent en moins de 1 minute. Je vais même ajouter le cas d'une camarade de classe que j'ai fréquenté quand j'étais au second cycle au Mali. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas si ça se fait toujours pour ceux qui enseignent. Chez nous, il y a des matières qu'on appelle la musique, où l'individu vient chanter, mais on le nomme. Je ne sais pas si ça se fait ici. Chant. Voilà. Au Mali aussi, ça a été supprimé, mais on le faisait. Donc nous aussi, on le fait. Il y a aussi récitation, où tu bichais les récitations, les poèmes, tu venais les lire. Donc on a une camarade. À l'époque, je ne l'ai pas compris. Il a fallu 15 ans après que je la comprenne. Quand on appelle tout le monde pour venir réciter, elle vient. Récitation. Elle crie, elle pleure. Les profs s'énervent. Les profs font ce qu'elle fait. Sors de notre camp. Elle pleure, elle va là. On revient pour le seul tour. Est-ce que tu es prêt? Oui, oui, c'est bon maintenant. C'est bon. C'est une citation. Elle crie, elle pleure. Et un jour, le prof s'est levé même jusqu'à la taper ses émois. Elle est sortie pour aller chez ses parents. Est-ce que vous savez que depuis qu'elle est partie, elle n'est plus revenue à l'école jusqu'à maintenant? Il a fallu 15 ans après pour que je comprenne que cette personne avait un problème de prise de parole en public. Le prof de l'époque ne l'a jamais compris. Les deux garçons du Niger, le garçon et la fille, le premier, le garçon, a perdu ses parents dans un accident de la route. Il y a eu un accident, je ne cherche personne. Il était avec ses parents, tous les parents sont décédés. Lui, il était à l'hôpital, il a perdu ses vivants. Quand il prend la parole devant, l'émotion l'emporte, il pense à ses parents, il éclate. La fille, la même chose est arrivée, pire dans une pirogue. Niamey traverse le fleuve Niger, il y a un quartier qu'on appelle Harobanda, qui veut dire derrière le fleuve. Elle dit qu'ils ont utilisé une pirogue, il y a eu un vent, la pirogue a chaviré, tous les passagers sont morts sauf elle. Donc chaque fois qu'elle vient devant, c'est l'image des passagers qui ont agonisé, qui viennent devant elle. Il était carrément impossible pour ces deux-là d'être des orateurs. J'ai tout essayé avec elle, jusqu'à ce qu'il me raconte leur histoire. Pour vous dire qu'il y a des cas qu'on ne traite jamais en public comme avec les autres. Je les ai pris individuellement en 2 semaines, tout intense. Le jour J, la dame a eu la meilleure note parmi tous les orateurs. À la fin, c'est quand elle a fini son discours qu'elle a pleuré. Elle a dit, je ne pleure pas parce que je le sais. Je pleure parce que je ne savais pas que j'allais pouvoir vous parler jusqu'aujourd'hui. Il y a des cas, pour vous dire, des personnes spécifiques qui ont des problèmes qui peuvent être psychologiques, qui sont souvent à la naissance, là où vous avez grandi. Si on ne vous a pas donné la parole, on n'a pas l'habitude de vous donner la parole, on ne vous laisse pas vous justifier. Vous savez qu'il y a des parents qui sont très stricts dans l'éducation où l'enfant n'a pas le droit de se justifier. Ça joue sur vous. Un enfant qui a le droit de se justifier dans sa famille deviendra un orateur, il y a rien à dire, qui parle dès l'enfance. Une personne qui est toujours silencieuse, tout ce qu'on lui fait, oui, non, tu veux parler, non, je n'ai rien à dire. Non, il a tout dit. On a tous des gens comme ça. Ils disent que celui qui a parlé avant, non, il a tout dit, alors qu'il n'a rien dit. Ils ne veulent pas parler. Donc, pour vous dire, l'habitude est une seconde nature. Quand vous êtes un orateur, c'est pourquoi j'encourage les gens à faire des exposés de classe, à adhérer dans les associations, dans les partis politiques, à prendre la parole quand vous avez l'occasion. Plus vous prenez la parole, plus vous avez l'expérience de prise de parole, plus vous devenez des orateurs. Si moi, je fais 1 mois sans prendre la parole, j'ai perdu des compétences. Ce n'est rien d'autre que l'habitude. L'habitude
parlez à lui. Plus vous avez l'habitude, donc arrêtez de fuir quand on vous donne l'occasion de parler. Ne dites pas non, c'est bon. Si vous êtes préparé, prenez la parole, demandez. C'est important. Donc pour vous dire, on ne réglera pas le cas de tout le monde en public. Il y a des cas qui sont spécifiques, qui méritent des coachings personnels, mais qui peuvent être. Il y a même des gens que je connais qui bégayent. On arrivait à régler leurs problèmes jusqu'à ce qu'ils sont devenus des donations. Même en coaching personnel. Slide. Oui. Allez. Micro. Le micro. Des techniques. Oui. Est-ce qu'il y a des techniques à faire pour pouvoir entendre sa propre voix? Parce que moi, des fois, on me reproche que ma voix est trop lente. Alors que moi, je m'en rends pas compte. Ok. Des fois, je m'écoute en m'enregistrant, mais j'ai l'impression que c'est pas moi qui est en train de parler. Et vous pensez que c'est qui parle? Je sais pas. Ok, juste pour terminer. Très bien. Le micro à l'autre personne. Le problème de la voix est un problème qui se règle personnellement. Si tu as un problème de voix, tu augmentes ta voix. Tu parles avec des interlocuteurs jusqu'à ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'ils te disent que ta voix est très forte pour la diminuer. Ou tu mets l'exercice du bic que j'ai dit, ou l'exercice du cri, qui consiste à crier. La voix, on la module. C'est comme le sport. Il y a des techniques de modulation de voix. Il y a des milliers, même pour ça. Ça, c'est travail. Ce n'est pas une solution que je donne tout de suite sur un plateau qui va le régler. C'est des exercices de travail, de parler, qui se traitent dans le coaching personnel. Mais d'ores et déjà, lisez, faites de la lecture jusqu'à entendre votre voix. Quand vous causez avec les interlocuteurs, augmentez votre volume jusqu'à ce qu'ils vous disent que votre volume est fort. Là, vous vous rendez compte. Troisièmement, souvent crier, ou vous augmentez sur le ton normalement que vous avez. Le ton que vous utilisez tout le temps, ne le faites pas. Augmentez le volume jusqu'à ce qu'on vous dise que vous parlez très fort. C'est des exercices que vous aidez. Le reste, c'est du coaching personnel.
Il n'y a que 30% qui peuvent l'expliquer à ceux qui ne sont pas venus à l'activité. Les cours que vous êtes en train de suivre, il n'y a que 30% d'entre vous qui peuvent l'expliquer à des amis qui n'ont pas suivi ça. Parmi les 30% qui peuvent l'expliquer, il n'y a que 10% qui peuvent garder le cours après 365 jours. C'est-à-dire une année. Si on se revoit pendant une année, il n'y a que 10% d'entre vous qui peuvent retenir exactement tout ce qu'on a dit.
Ceci veut dire quoi en communication? Quel qu'en soit votre niveau de préparation, votre niveau de compétence, votre capacité à convaincre, vos diplômes, vos trophées, vos distinctions, vos responsabilités, vous n'allez jamais convaincre tout le monde. Et ce que vous pensez que les gens ont compris, ce n'est pas forcément ce qu'ils ont compris. Ce que vous pensez avoir dit, ce n'est pas forcément ce qu'ils ont entendu. Ce que vous pensez qu'ils ont entendu, ce n'est pas forcément ce qu'ils ont compris. Et ce que vous pensez qu'ils ont compris, ce n'est pas forcément ce qu'ils ont entendu. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez? C'est pour vous plaît? Hein? C'est sûr. Slide. Le non. La machine est chaude. D'accord, on va donner le temps à la machine de l'expliquer. Je veux 3 mains. Ah, non, tu as déposé. Allez. Je le fais avec les bras directement. Vas-y, arrière encore. Vas-y. Vas-y, dépendez. Je viens de voir je te laisse gérer ça. Ramène-moi la session 3. Donc, c'est pas ça, cherche ça. Donc, nous voilà terminés la session 1 et 2. La session 3, avant de la commencer, j'ai besoin de 3 exemples, de 3 volontaires. La question est la suivante. Qu'avez-vous retenu? Qu'avez-vous retenu? La parole à qui la veut? Si personne ne la veut, je vais choisir. Le président, quand il devait faire des élections, à chaque fois avant de commencer son discours, quand il arrive sur la scène, il court. En fait, il fait comme ça. N'est-ce pas? C'est vrai, hein? C'est pour gérer son tracteur. Quand il court, il arrive à carrément dégager son tracteur, enlever le stress avant d'arriver à tout le monde. Pour vous dire quoi, chacun a sa façon de gérer le tracteur. Allez-y, terminez votre phrase. Voilà, dites la parole. Voilà, je pense que vous avez bien aidé cet exemple. L'autre chose également, c'est qu'il faut au minimum préparer son discours. Donc il faut éviter au maximum l'improvisation. Quand il s'agit maintenant de prendre la parole en public, il faut éviter l'improvisation. L'autre chose, c'est qu'il faut également susciter l'intérêt. Ça, je pense que vous l'avez bien aidé. Il faut susciter l'intérêt. Mais également, dans cette section également, il faut de l'humour. Il faut captiver, il faut capter également son histoire. Donc également, je pense que le plus important, c'est de comprendre que mon problème en réalité, c'était pas inhérent à moi, mais c'était quelque chose de naturel. Donc savoir cela va me permettre de tout faire maintenant pour véritablement affronter, véritablement montrer, ou bien de mon part de moi-même, pour que véritablement que ça ne soit pas visible au niveau de l'audience. Merci. Donc nous voilà à la dernière session théorique de la journée. Juste après ça, ne vous inquiétez pas, on va les manger. Pour les serreurs que vous regardez les enfants. Donc, la session est intitulée l'art de gérer son temps. La plupart d'entre vous avaient décidé de vous inscrire à cette formation pour gérer votre temps. Je suis conscient de ça. L'art de gérer son temps, nous avons 4 chapitres. Le premier, c'est d'abord qu'est-ce que c'est que le temps. Ça peut vous surprendre. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que le trac. Ils confondent le trac, la peur et la timidité.
Je vais vous expliquer la différence entre le trac, la peur et la timidité. Troisième chapitre, technique de gestion de trac. Quelles sont les techniques qui existent pour gérer son trac? Troisième et dernière partie, simulation en gestion de trac. Nous allons tous venir, même moi je vais venir. Je vais projeter une vidéo. Je vais vous montrer comment l'individu arrive à gérer son trac. Je montrerai une vidéo où on nous a surpris. On m'a dit de venir parler alors qu'on ne m'avait pas prévenu. Comment j'ai géré le trac. Je vais montrer une vidéo de notre camarade lors de la finale du concours national des débats du Mali. Après que j'ai terminé, il a parlé, il a eu le trac, il s'est bloqué. Vous allez voir comment il a fait pour pousser. Qu'est-ce que c'est que le trac? C'est une question qui vous semble très facile. Mais il est important de le savoir avant d'avancer. On nous dit en sociologie qu'il faut d'abord définir les mots. Émile Durkheim nous l'apprend. Dans la méthodologie, je ne vais pas parler de sociologie. Les gens comprennent ce que je vais dire. Qu'est-ce que c'est que le trac? Le trac est l'angoisse que l'on ressent au moment d'agir. La peur que l'on ressent au moment de paraître face à un public ou de subir une épreuve. C'est ça le trac. Je reprends. Le trac est l'angoisse que l'on ressent au moment d'agir. La peur que l'on ressent au moment de paraître face à un public ou de subir une épreuve. Si vous avez de l'angoisse que vous ressentez au moment d'agir, si vous avez de la peur que vous ressentez au moment de paraître, c'est ça le trac. Uniquement en public. Uniquement en public. Si le public n'est pas dedans, ce n'est pas le trac. Voyez maintenant la différence entre le trac, la peur et la timidité. Qu'est-ce que c'est que la peur? La peur est l'idée ou la présence d'un danger. Les sentiments d'une grande inquiétude. Exemple, aujourd'hui, tout le monde a peur de sortir à 2 h du matin pour marcher dans l'île. Pourquoi? La peur, les gens ont peur d'être agressés. Présence d'un danger. Tu te dis à cette heure-là, non, si je sors, je suis foutu pour moi, j'ai peur. C'est différent du trac. Et s'il n'y a pas de public la nuit, tant qu'il n'y a pas de public, je dis, ce n'est pas le trac. La timidité, qu'est-ce que c'est? C'est le manque d'assurance, d'aisance et d'audace. Quand tu n'as pas d'audace, tu n'es pas audacieuse comme personne. Tu n'es pas une personne qui est tout le temps en l'aise. Tu n'es pas une personne qui porte de l'assurance, qui ne va pas vers les autres, qui est timide. Attention, en psychologie, la timidité est une maladie. C'est une maladie. Il y a même des médicaments et des méthodes pour traiter. Je vais vous surprendre. Il y a des gens qui sont timides, mais qui sont des très bons orateurs. Je vais vous surprendre, vous allez me dire que ce n'est pas vrai. Je suis timide, moi-même. La timidité n'a rien à voir avec le fait de se taire. C'est le fait de ne pas parler quand on ne vous demande pas de parler. Le fait de ne pas vous intéresser aux gens s'il n'y a pas de conditions. Il y a des gens, vous voyagez avec eux. Je vous donne un exemple. Il y a plusieurs types de timidité par contre. Je donne l'exemple. Je le vois ici présentement aussi, actuellement au Sénégal. D'ailleurs, c'est ici que je commence à le voir et j'avoue que je n'ai pas beaucoup apprécié. Il arrive souvent que je prends les caravanes pour aller à Dakar. Allez comme retour. Vous rentrez dans le bus. Je vous jure, de l'IGV jusqu'à Dakar, personne ne parle à son voix. Je ne suis pas le seul qui a fait cette remarque. Je ne peux pas comprendre des étudiants qui prennent un bus, qui quittent Dakar jusqu'à l'IGV, Dakar, personne ne se parle. Souvent même celui qui a côté de toi, tout le monde est sur son téléphone avec ses écouteurs. Concentré. Quelqu'un qui est timide, vous vous rencontrez dans une activité. Tu es son binôme. Il y a des gens ici avec qui vous avez été binôme. Après le moment de binôme là, ils vont venir vous parler. Ils ne sont pas méchants. Ça n'a rien à voir avec la méchanceté. Il y a des gens, même bonjour, ils viennent s'asseoir à côté de vous. Même si dans un avion, dans un bus, ils vous disent bonjour, ils ne sont pas méchants. Abordez-les. C'est quand vous abordez qu'ils ne répondent pas que vous pouvez en changer. Ceux qui sont timides, c'est des gens, ils ont quelque chose à dire. Quand vous leur donnez la parole, non, l'autre il a tout dit.
Comment est-ce que l'autre peut tout dire? Vous venez vous expliquer les problèmes. Ah, moi je n'ai rien à dire. Vous les dites, si moi je dois les régler un problème. Va, je t'attends. Quelqu'un qui est timide, je vais vous séparer. Il est passif, il n'est pas actif. Il préfère dormir, écouter de la musique et d'aller écouter une conférence du professeur Marie Kondo. Ce n'est pas son problème. Ne soyez pas des personnes timides. La timidité n'est pas un défaut en conséquence. J'ai même dit que des grands orateurs sont des natures timides. Mais quand vous leur donnez la parole et qu'ils se sont préparés, vous allez dire qu'ils ne le sont pas. Qui me trouve en train de parler d'un sujet que je maîtrise, qui va jurer que c'est moi qui ai inventé ce sujet. Mais si ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas du maire, je ne veux même pas parler. Sauf quand je commence à entendre des bêtises, là je parle. Attention, différence entre le trac, la peur et la timidité. Tant que, avant de paraître devant un auditoire, l'angoisse que vous avez, vous ne le ressentez pas, vous n'avez pas de trac. La peur, c'est la présence d'un danger. Vous savez qu'il y a un problème ici. Il y a un aliment. Vous savez que dans cette maison, il y a un chien. Si vous rentrez sans taper, ou sans appeler votre ami, vous êtes foutu. C'est la peur. La timidité, c'est la confiance qui doit être en vous pour aller vers les autres. Est-ce que c'est compris pour la différence entre trac, peur et timidité? Slide. Il faut l'identifier. Acceptez-le. Affrontez-le. Et soignez-le. Il faut l'identifier. Tout le monde va venir ici pour traiter un sujet qu'il a découvert dans un peu de temps. Qu'il soit bon orateur ou pas, il va identifier son trac. La première résolution ou des gestions de trac consiste d'abord à l'accepter. C'est comme quand vous avez mal à la tête. Si vous partez à l'hôpital, tant que vous n'acceptez pas d'abord que vous avez mal à la tête, vous ne serez jamais guéri, même pas psychologiquement. Il faut d'abord accepter que vous avez le trac. Tout le monde va l'accepter parce que vous serez devant vos collègues. Affrontez-le. Vous allez l'affronter puisque vous allez discourir sur des sujets sur lesquels vous n'avez pas eu le temps de préparer. Vos compétences en tant qu'orateur vont être exercées devant vos camarades. Soignez-le. Après l'intervention de chacun d'entre vous, nous allons soigner ensemble. Vous allez me dire ce qui ne va pas. Je mets les problèmes à gauche, je vous donne les solutions à droite. Plus loin, vous devez savoir que quand vous avez le trac, ce n'est pas les orateurs qui vont me contredire. Respirez profondément et lancez-vous. Il disparaît aussitôt qu'on se lance. Vrai ou vrai? Ouais. Mais ce n'est pas tout le temps qu'il disparaît. Juste pour taquiner. 70% des orateurs sont d'accord sur le fait que, quel qu'en soit le trac, dès qu'ils commencent, au fur et à mesure qu'ils avancent, le trac disparaît. Il y a des personnes par contre qui ça suit jusqu'à la fin. Si ça peut vous intéresser, je vous donne 5 types de personnes qui gèrent les trac. La première personne, c'est la personne qui sait que demain, c'est la conférence, il doit parler. J'ai un ami comme ça. Demain, il doit parler. Ce soir, il ne dort pas. Ni blanche. Même si vous lui donnez des insomnies, il ne va pas dormir. Deuxième catégorie de personnes, je suis dans cette catégorie. Je le traque quand je sais qu'après X, c'est moi qui dois parler. La maîtresse de cérémonie est là, hein, elle dit bon, après Anwar c'est M. Mega. Pas quand Anwar finit, quand elle dit ça seulement. Là, mon corps commence à faire comme ça. Troisième exemple. Quand Anwar a fini de parler, je connais un ami. Quand il sait qu'après Anwar, là, c'est lui. Dès qu'Anwar dit je vous remercie, il commence à trembler.
type de personne, c'est quand la personne, on l'appelle par son nom. Quand il entend son nom. Monsieur Mohamed Meiga, c'est moi? Ok, oui, c'est toi. Il a oublié même qu'il s'appelle Mohamed Meiga. Cinquième type de personne, la personne a le trac quand elle est en face de son auditoire. Avant qu'on l'appelle, tout va bien. Mais il vient, il est gonflé, il vient. Il se rend compte que se tenir devant un auditoire, c'est pas petit. Hein. Là, vous êtes assis, vous êtes en l'aise. Mais dès qu'on vous appelle, vous allez vous rendre compte que la salle est très grande. Sixième type de personne qui a le trac. Ça va vous surprendre. Vous allez me dire même, est-ce que c'est vrai? C'est la personne qui a fini de parler. Oui, elle a fini de parler. Sixième et dernier. Comment imaginer? La personne a terminé de parler. C'est en ce moment que son trac s'est manifesté. J'attends que vous me dites, mais comment c'est possible? Je vais vous l'expliquer, vous allez tout de suite être surpris parce que même tout ça vous arrive, vous ne savez pas. Vous voyez, il y a des gens, quand ils finissent de parler, ils viennent dire aux gens, est-ce que j'ai bien compris? Dis-moi, est-ce que c'était bien? Comment c'est? Son ami là, comme il les respecte beaucoup, même s'il a dit des bêtises, non, c'est bien. Tu as assuré. Alors qu'il a tout massacré. Il vient lui demander son avis. Est-ce que tu as bien? Et dis-moi, est-ce que c'était bien? Réponds-moi, est-ce que j'ai bien? Montre-moi la photo, la vidéo, est-ce que... C'est le trac. Tu es sûr de ce que tu as dit. Tu sais que tu as bien préparé. Ton trac, il a géré avant. Tu ne vas pas demander. C'est le trac. Maintenant, à chacun sa façon de gérer le trac. Slide, c'est ce qu'on va découvrir. Retenez qu'il arrive à tout le monde d'avoir le trac. C'est un phénomène normal et passager qui ne doit pas nous effrayer. C'est un phénomène normal et passager qui ne doit pas nous effrayer. Il n'existe aucune solution miraculeuse pour éliminer le trac. Le fait d'avoir le trac prouve que vous n'avez aucun problème. Vous allez me dire, mais gars, est-ce que ça c'est clair ça? Ça, j'ai le trac, tu me dis que je n'ai aucun problème. Je l'ai dit et je l'ai répété. Dites-le là où vous voulez. Avoir le trac. Si vous avez le trac, vous n'avez aucun problème. Puisque même M. Meiga a le trac. Même Barack Obama a le trac. Tout le monde a le trac. Vous voulez parler? Allez-y. Micro. Je sais que tu ne veux pas, c'est pourquoi je te le dis. En fait, je disais, dis-moi des